aujourd'hui. D'abord, une célèbre plateforme de e-commerce qui va relancer la livraison gratuite des livres. Est-ce la mort des librairies? On va en parler dans un instant. Yann et Eric sont très chauds sur le sujet, vous le savez. Isolement, dépression, est-il trop dur d'être une célébrité? Pourquoi pose-t-on en question à la suite de la mort du chanteur Liam Payne, qui est décédé mercredi 16 octobre. Il y a une pétition qui a été lancée. Elle réclame une nouvelle loi pour suivre le bien-être mental des artistes dans l'industrie musicale. J'en ai éternué. Voilà, c'est bien, cette saison. Et puis, j'adore le sujet 3. J'en ai débattu tout le week-end à la radio. La SNCF annonce une grève reconductible à partir du 11 décembre. Les Français sont-ils pris en otage? Est-ce qu'on nous prend en otage? Grève. C'est pas le genre de Pascal d'essayer d'influencer le public. Pas du tout. Est-ce qu'on est pris en otage? Voilà. Je demande Pascal avec beaucoup de. Mais c'est insupportable, les fêtes de Noël, c'est sacré, les fêtes de fin d'année. Oui, bien sûr. Voilà. Vous voyez un peu la tonalité de la fin du troisième sujet. Vous allez bien? Oui, vous allez bien. Yann, je vous ai pas demandé, vous avez l'air un peu enrhumé, non? C'est Guénolé qui m'a refoulé un truc. J'ai croisé dans le couloir. Il a fait exprès, il veut prendre votre place. Ah oui. La balle perdue. Non, c'est ça, la balle perdue, ouais, c'est ça. Il y a une célèbre plateforme de e-commerce qui a annoncé donc une nouvelle option pour ses clients, la livraison gratuite en France de livres. Les clients peuvent désormais donc choisir un point de retrait et éviter, vous savez, les 3 €. Les 3 € qui sont imposés aux frais de livraison minimum imposés sur les livres neufs pour des commandes inférieures à 35 €. C'est une nouvelle qui ne fait pas que des heureux, notamment les librairies, les libraires, semble-t-il. Voilà, ne sont pas contents, incessamment des librairies. On va en parler juste après, mais d'abord, évidemment, vous regardez cette vidéo. La filiale française d'Amazon a annoncé qu'elle mettait en place une nouvelle solution de livraison gratuite des livres. Alors rappelons que depuis octobre 2023, Amazon et les autres vendeurs en ligne doivent facturer au minimum 3 € la livraison de livres pour toute commande inférieure à 35 €. C'est l'application d'une loi de décembre 2021 destinée évidemment à inciter les Français à acheter leurs livres dans les librairies. Alors, question. Cette plateforme de e-commerce qui va permettre la livraison gratuite des livres. Est-ce la mort des librairies? Nous avons voté, attention, et nous avons choisi. Bon, on dit tous non. C'est rare qu'on soit d'accord, on dit tous non. Cher Eric. Ben, je dis non, en précisant tout de suite que de préférence, mais vraiment de grande préférence, un livre s'achète en librairie. On a la chance en France d'avoir le plus grand réseau certainement mondial de librairies. La loi sur le prix unique qui a été décidée par Jack Lang en son temps a sauvé la librairie indépendante qui menaçait de couler devant les grandes enseignes qui, vous n'avez pas connu cette époque-là, Pascal, mais il y avait des réductions massives dans le temps sur le prix des livres. Hein. On ne les achetait pas au même prix, mais vraiment beaucoup plus bas. Parfois, c'était 30% de réduction. Donc maintenant, il y a le prix unique. On a le plus grand réseau de librairies au monde et c'est parfait. Maintenant, il se développe un phénomène que je trouve très inquiétant. C'est que certains libraires, je ne dis pas tous, mais un pourcentage non négligeable, deviennent des libraires militants, c'est-à-dire qui refusent de vendre certains livres qui ne correspondent pas à leurs idées. Et qui parfois même, alors là, c'est poussé quand même le militantisme un peu loin, refusent même de les commander en disant « moi je ne commande pas ce livre ». Alors si vous voulez, on ne peut pas repousser les clients et se plaindre que rentrer chez lui, le client qui n'a pas pu obtenir satisfaction, commande sur la plateforme dont il vient d'être question ou d'autres. Donc les libraires, il faut qu'ils choisissent. Soit ils se comportent en vrais libraires, c'est-à-dire qu'ils proposent tous les livres, peu importe leur opinion. Après tout, on ne leur demande pas d'épouser l'opinion de tous les livres qu'ils vendent. L'offre doit être générale. Ou alors, ils s'exposent à une concurrence de plus en plus féroce de ces plateformes. Il faut qu'ils choisissent. Mais ça, on n'en parle jamais. Est-ce qu'à titre personnel, et je peux poser la même question à Yann, puisque vous êtes deux grands écrivains, vous avez été boycotté, vous avez eu vent de librairies qui ne voulaient pas vendre vos... Oui, moi, il y a, pour le dernier livre qui était un pamphlet contre Jean-Luc Mélenchon, il y a environ 15% des libraires qui ont refusé de prendre le livre. Incroyable. Yann, ça vous est déjà arrivé? J'ai pas eu de boycott. Non. Non, j'ai pas eu de boycott. Bon, 15% des libraires qui ont refusé de prendre votre livre. À ce titre-là, ils justifient le refus ou pas? C'est politique. Oui, c'est politique, ça on l'entend bien, mais ils vous le disent ou pas? On ne critique pas M. Mélenchon. Oui, d'accord, voilà. Ok, bon, très bien. Yann? Alors, comme la question, c'est la mort de la librairie, je réponds que non. La librairie, on a vu d'autres. Et je trouve effectivement, comme Eric, que le seul endroit où on doit aller acheter des livres, c'est la librairie, c'est pas Amazon. On a le droit de citer Amazon, puisque là, c'est le sujet. Je trouve que le libraire est une des rares personnes en France qui est aimable, déjà. C'est toujours
agréable. Pas tous avec, Non, avec mais je veux Eric. dire, quand hein. on rentre dans une librairie en France, d'abord on a la chance de pouvoir rentrer dans une librairie. Il y a beaucoup de pays où il n'y a plus de librairie Ouais, c'est du vrai. tout. Aux États-Unis, il y en a de moins en moins. C'est un endroit sans doute un peu sacré où moi je peux passer des heures et des heures. Les libraires sont en général des gens avenants, des gens curieux, qui parfois s'engagent politiquement, même idéologiquement, mais enfin après tout ils ont le droit. Ils font même des critiques de livres maintenant. Pourquoi pas? Ce que j'aime chez les libraires, si vous voulez, c'est que ils ont quand même un rôle de transmission. Et là où l'enseignement dans l'éducation nationale ne fait pas toujours son rôle, il y a des libraires qui conseillent des livres aux clients. Et ça, c'est quand même un moyen de transmission qui vaut de l'or. Et je trouve que l'autre version, c'est-à-dire être perdu tout seul dans une librairie sans rien demander, c'est bien aussi, puisqu'il y a une telle infinité de choix que c'est bien de prendre au hasard des livres dont on n'a jamais entendu parler. Enfin, moi, c'est un des endroits que je préfère au monde. Les librairies m'ont sauvé la vie. Pour moi, c'est une sorte de temple et c'est un endroit où je peux passer des heures sans m'ennuyer. Et je demande aux libraires de s'accrocher. Et je ne pense pas que les gens qui adorent vraiment lire et qui aiment les livres commandent leurs bouquins sur Amazon. J'y crois moyen parce qu'il y a le plaisir d'aller quand même physiquement dans une librairie, choisir des livres qu'on va acheter alors qu'on ne pensait même pas acheter cela en y allant. On rectifie son choix en allant en librairie. Et moi, je pense même que ça peut permettre de lire davantage. Pourquoi? Parce que parfois, on a envie de lire un bouquin, on a vu un auteur, ça nous a intéressé, mais on se dit, j'ai pas le temps d'aller dans une librairie, je suis pas un lecteur averti, et vous oubliez, vous n'achetez pas le livre, alors qu'en 2 secondes, vous pouvez le commander. Et il arrive à vous, le livre. Moi, je trouve qu'au contraire, ça va permettre d'encourager la lecture pour certains qui n'ont pas le temps d'aller dans les Je ne librairies. suis pas sûr de ça. Ah, bah écoutez, Non, mais il faut quand même préciser une chose, c'est que malgré le maillage unique au monde, il y a quand même des zones grises, ou plutôt des zones blanches, où il n'y a pas de libraire à proximité. Ouais, c'est vrai. Ça existe aussi, en fait. Mais je reviens un peu en arrière. Moi, ce que je vous ai dit sur... c'est pas un boycott général, c'est un boycott relatif. Ça me fait de la peine parce que c'est en effet le seul commerce où je suis à l'aise. Moi, vous me lâchez dans une boutique de fringues, je commence à transpirer tout de suite. Je suis dans un terrain hostile. Moi, une librairie, je suis dans un terrain ami. Je me sens bien dans une librairie. On a la chance, là, on parle entre vous Parisiens. sentez un peu chez vous, en fait. Hein, c'est la même chose chez vous. Vous C'est un peu ça, c'est un peu Voilà, ça. c'est C'est un peu ça. Comme à la Avec maison. autre chose, c'est que la librairie ne veut pas mourir. C'est-à-dire qu'il y a une explosion des petites librairies en France. C'est pas du tout un métier qui meurt. Hein. C'est un métier, au contraire, qui suscite beaucoup de vocations. Et c'est vrai que c'est un métier très noble. Et moi, si je devais refaire ma vie, peut-être que je serais libraire. Pourquoi pas? Ça m'irait très bien. C'est pas mal. Hein, C'est un endroit très agréable. Ça vous irait pas mal. Et puis les librairies, c'est là où on peut rencontrer les auteurs, Oui, physiquement, oui. ils font venir, voilà, ils créent des événements. Donc Surtout, on peut rencontrer des filles, hein, puisque le lecteur est essentiellement une lectrice. Ah oui, à 90%. Ah, c'est vrai Oui, bah oui, ah oui. Ah oui, c'est plus les femmes, d'accord. Bah, les romans, c'est 80-20. Ouais. Il y a 80% de femmes et 1% d'hommes. Et les essais, c'est 50-50. D'accord. Donc, si vous voulez rencontrer des jolies filles, les librairies, en plus, un argument de plus, c'est un excellent lieu. Mais c'est un pays où il y a beaucoup de librairies quand même par rapport à de nombreux autres. Alors le DG de cette plateforme de e-commerce, c'était l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL. C'était en octobre dernier. Déjà, il était revenu sur cette taxe de livraison à 3 €. Selon lui, cette taxe est une fausse bonne idée qui pénalise la lecture. Je pense que vous avez partagé cette opinion. Cette taxe est une fausse bonne idée. Hein, elle pénalise la lecture, elle pénalise les lecteurs en France. La conséquence de cette taxe, c'est que une personne qui est en ruralité, pas proche d'une librairie, paye désormais son livre de poche 40% plus cher que quelqu'un qui est en ville. Là, la meilleure façon de protéger les libraires, c'est d'encourager la lecture. Quand l'État français veut qu'on arrête de fumer, il augmente le prix des cigarettes. Quand l'État français veut qu'on lise moins, il augmente le prix des livres. Non mais c'est n'importe quoi. La meilleure manière d'encourager les libraires, c'est d'aller dans une librairie acheter des livres. Ça, c'est vrai. Point. C'est tout. Oui, non, mais cette taxe de 3 €, avouez, sur les livres, franchement, Non, ça mais restreint c'est comme si l'envie de lecture, c'est comme si non pour soutenir la gastronomie française, on nous encourageait à aller dans un fast-food. C'est absurde. La meilleure manière d'encourager la librairie, c'est d'aller en librairie. C'est pas d'aller sur Amazon commander un livre moins cher qu'en librairie. Enfin, point. Je veux dire, Non, mais ça, d'accord, la les logique 3 pure. € sur la taxe, les 3 € qui étaient imposés sur la livraison des livres, avouez que c'était quand même un peu injuste, non? Non, mais il a détecté la faille. Oui. La faille, c'est la ruralité. Oui. La ruralité, C'est un malin. c'est vrai que les gens qui sont éloignés des librairies, malgré le maillage dont on a parlé. Donc, il a repéré la faille. Maintenant, moi, je trouve que c'est le comble, je sais pas, le comble du luxe d'avoir, comme moi, des comptes dans plusieurs librairies. Moi, j'adore avoir des comptes dans les librairies. Voilà. Donc, je trouve que c'est le lieu privilégié. C'est quand même beaucoup plus beau une librairie qu'un site Internet. Vraiment, c'est un lieu magique. Oui. Une librairie avec ce concentré d'esprit. En plus, toutes les langues, là, je parle de la littérature ou des essais traduits, toutes les langues qui sont disponibles, il y a une sorte de concentré de l'esprit humain. Donc, c'est imbattable. Donc, il faut tout faire pour l'encourager.
je ne trouve pas que ça va dans le... Si on supprimait cette taxe, ça ne va pas dans le bon sens des librairies quand même. Non, pas dans le bon sens des librairies. Non, Alors, finalement, pas. vous vous dites non, c'est pas une bonne idée. Ouais. Moi, je trouve que ça devrait être, alors, à ce moment-là, accompagné par un plan de soutien aux libraires, d'une manière ou d'une autre. Ils le sont déjà. On encourage, vous savez, on soutient financièrement l'ouverture de certaines librairies. Mais quand on touche à un point aussi sensible, il faudrait l'accompagner d'une mesure en faveur des libraires. Imaginez un monde, une société dans laquelle il n'y a plus du tout de librairie. C'est très angoissant. Un jour, j'étais à Las Vegas, j'ai cherché une librairie ça pour vous voir. angoisse? Je pense qu'il y a beaucoup de monde que ça angoisserait pas. Non, d'accord, mais oui, mais c'est oui. Oui, bah justement. Bah voilà, l'angoisse, elle est précisément là. Le fait que ça n'angoisse personne d'autre que moi m'angoisse. Allez, vous, chez vous, que pensez-vous effectivement de cette formule, donc cette plateforme? Vive les libraires. Vive les libraires, C'est qui va livrer gratuitement. Ah, regardez, c'est assez partagé. Est-ce la mort des librairies? Non, à 57%. Mais, Parce qu'ils oui, font à la résistance. 42%. Les libraires sont Eh oui. des âmes de résistants. Voilà. Dans Et une ils ont société raison. barbare, ils s'accrochent et ils ne veulent pas plier. Et ils sont de permanence, d'une certaine manière. Vous savez, ils nous assistent dans la fin du monde. Et je pense que sans eux, le monde serait un peu plus laid. Ça, Ouais, c'est sûr. vrai. C'est vrai, allez demander conseil à votre libraire. Il a toujours un livre qui est fait pour vous au sein de toutes ces éditions. Allez, on va passer à l'autre sujet. Les 18h10, on est en direct sur C8. À la suite de la mort du chanteur Liam Payne, décédé mercredi 16 octobre, une pétition a été lancée sur le site change.org réclamant une nouvelle loi pour suivre le bien-être mental des artistes dans l'industrie musicale. C'est très ciblé. Quoi? Quoi? Donc, le chanteur de 31 ans, ancien membre des One Direction, avait révélé avoir souffert d'une grave dépression. Plus de 130 000 personnes l'ont déjà signé, la pétition, donc ça a fait écho quand même chez beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on en parle. Alors, est-il trop dur d'être une célébrité? On va en parler dans un instant, évidemment, mais d'abord, on regarde cette vidéo. Cette pétition vise à protéger les artistes et leur santé mentale dans l'industrie musicale. En effet, c'est quelque chose qui est déjà quand même très connu, l'industrie musicale et cinématographique et toutes les industries, on va dire, du showbiz sont pas forcément très bonnes pour les artistes. On peut prendre l'exemple du coup de Liam Payne, puisque cette pétition fait suite à la disparition de ce dernier. Il s'était réfugié du coup dans les drogues et dans l'alcool par rapport à sa santé mentale. Voilà, donc le chanteur est décédé à Buenos Aires après avoir chuté du balcon de sa chambre. Et selon le rapport toxicologique, il avait consommé un mélange potentiellement fatal de cocaïne, d'alcool, d'antidépresseurs pendant les 72 dernières heures de sa vie. Cocktail qui pourrait expliquer la chute, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, donc, d'où ma question. Isolement, dépression, est-il trop dur d'être une célébrité? Nous nous sommes concertés et nous avons voté. Et nous avons dit, Eric et moi, nous répondons oui. Et Yann, vous répondez non. Alors, cher Eric, on va commencer à amorcer le débat. Oui, moi je réponds oui, mais en fait à une autre question. Ouais. Parce que ça, par exemple, je trouve que c'est une idée à la noix. Parce que pourquoi on suivrait plus particulièrement les gens du showbiz et pas ceux d'autres métiers qui sont au moins aussi stressants que le showbiz, excusez-moi, mais Oui. je Non, mais c'est vrai, crois qu'infirmière, c'est aussi stressant que rockstar. Hein. Franchement, bon, voilà. Donc moi, c'est pas ça. En revanche, il y a quelque chose, moi, qui me trouble beaucoup, et je voudrais prendre un cas très particulier, qui est celui de Nicolas Bedos. Là, Nicolas Bedos, en tant que personnalité, il a affaire à un autre problème, c'est que, comme il a été condamné pour des gestes déplacés, il ne s'agit pas d'excuser les gestes déplacés, ils étaient déplacés. Il a été condamné. Il a été condamné, en première instance. Bien. En première instance. Il a été condamné à 1 an de prison. Moi, j'estime que c'est une peine disproportionnée parce que ce ne sont que, avec tous les guillemets d'usage, des gestes déplacés. Ce n'est pas un viol, entendons-nous. Et ensuite, il est condamné à une sorte de mort artistique, c'est-à-dire qu'il ne peut plus exercer son métier. Et ça, je trouve que c'est une violence psychologique beaucoup plus importante que des gens qui ne supportent pas la Nicolas pression. Bedos, c'est un peu compliqué quand même. Je suis obligé de remettre les choses dans leur contexte. La justice l'a reconnu coupable des faits. Lui-même a reconnu des faits. Et puis, c'est pas de simples gestes déplacés. On ne va pas rentrer dans les détails des gestes déplacés qu'il a commis. Mais c'était pas un simple geste déplacé. Une fois, on est allé un petit peu plus loin quand même. Moi, je trouve... Moi, ça n'engage que moi, évidemment. Vous rectifiez, vous êtes dans votre rôle, vous faites votre métier. Moi, je vous dis, selon moi, ce sont des gestes déplacés que je n'excuse en aucune manière.
je trouve la peine disproportionnée et je trouve que la violence qui est faite aux artistes, c'est pas tellement qu'ils ne supportent pas la pression, que s'ils ont des ennuis, ils ont des ennuis comme tout le monde, mais à la fois comme tout le monde et pas comme tout le monde, puisqu'après, ils ne peuvent plus exercer leur métier. Nicolas Bedos et d'autres, même s'ils purgent leur peine, il n'est pas condamné définitivement, ne pourra plus exercer pendant un temps, et j'espère pas pour l'éternité, mais enfin pour un temps certain, ou en tout cas pour un certain temps, son métier. Je trouve que c'est ça qu'il faudrait examiner de plus près. Je trouve qu'il y a une injustice. Mais non, mais c'est un problème d'image. Ça renvoie, entre guillemets aussi, à ce qu'on disait hier sur Bertrand Cantat. On avait plus envie de le voir. C'est qu'il y a un moment... Mais c'est pas un meurtre. Mais c'est-à-dire que quand on a un métier public, pour bien moins que ça, on vous sort. Hein. Ben oui. Pour bien moins que ça, on vous sort. Enfin, vous savez bien, quand vous avez un métier public, que vous êtes exposé et que vous n'avez pas un métier comme tout le monde et que vous prenez... Je comprends bien. Je vous dis simplement que pour moi, oui. la vraie violence et la vraie pression, elle est là plutôt que dans des gens qui ne supportent pas et qui se droguent et qui boivent, parce que je trouve que leur métier est certes stressant, mais pas plus que d'autres. Voilà. Bon. Eh bien, vous savez quoi, la réponse de Yann Moix, qui est passionnante, je vous le dis, Yann Moix qui boue, là, de répondre à tout ça. C'est dans un instant sur C8, on est en direct, à tout de suite. Je suis pas sûr qu'on était câblés pour ça, les êtres humains. Moi, je crois qu'en fait, l'idée d'être connu dans un village ou à l'échelle d'une ville, c'est un truc qui a dû exister un peu de tout temps. L'idée maintenant, avec les écrans, les réseaux sociaux, les médias, les télés, qu'il y ait autant de gens qui te connaissent, je suis pas certain que ce soit extrêmement thérapeutique pour un être humain. C'est pas thérapeutique pour un être humain, Yann. Non, ou Eric, je sais pas. Pardon, Eric, oui, non, mais Pierre Ninet, qui est par ailleurs un acteur et un comédien phénoménal, dit quelque chose d'important, il parle d'éducation. Là, la mesure qui est proposée, cette cellule d'aide, c'est qu'on essaie encore de déléguer à quelque chose d'extérieur. Et ça doit venir de soi et ça doit venir de l'éducation qu'on reçoit. Les gens ne vivent pas la célébrité de la même manière s'ils ont été éduqués de manière sérieuse, avec les pieds sur terre ou pas. Les gens pètent les plombs parce que, tout simplement, il y avait des manques, des lacunes dans leur éducation. C'est important ce qu'il dit. Mais là, dans la pétition qui a été lancée, c'est pas du tout ça. Immédiatement, c'est la cellule d'aide psychologique. Moi, je pense que ça sert à rien. Puis comment ça va se passer ? En fait, c'est sur la base du volontariat. Ils vont faire des tournées de toutes les stars en leur demandant « Vous êtes sûr que ça va en ce moment ?» et tout. Ça me semble être un truc, un gadget qui n'est pas très intéressant. Yann. La plupart des artistes dignes de ce nom sont irréductibles à la psychanalyse. Imaginez, on en parlait tout à l'heure à la pause avec Eric, Bon Scott d'ACDC, Jimi Hendrix, Keith Moon, le batteur des Who, ou que sais-je, Pete Townshend ou David Bowie, en train d'aller se plaindre de bobos parce qu'ils font un peu de neurasthénie. Oui. Non, leur œuvre, leur violence, leur part sombre expliquent leur génie et donnent aussi une tonalité précise à leurs œuvres. Donc si vous enlevez ce qui fait le charme de leur originalité par de la psychanalyse à tout va, ou par des traitements expédiés comme ceux qui auraient un traumatisme post-aviatique, aviation, comme on dit, post-aéronautique, si vous voulez, manifestement, ça sera d'une certaine manière complètement inefficace. On ne peut pas. Vous enlevez la matière première de ce qui fait la puissance de feu de ces êtres. Mais j'ai une question. Vous pensez que pour être artiste, il faut forcément avoir un déséquilibre ? Oui, je pense qu'il faut avoir une part monstrueuse. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent on se dit mais comment est-ce qu'il a pu... C'est génial. Comment tel artiste a pu en arriver aussi à des extrémités pareilles ? Pourquoi est-ce qu'il c'est un monstre ? Mais en fait, c'est parce que ce sont des monstres à la base. Et que s'ils ne pratiquaient pas leur art, ils finiraient pour la plupart, les vrais, sans doute en hôpital psychiatrique ou en prison. Donc en fait, l'art qu'ils ont effectué a neutralisé leur violence et leur folie originelle et a canalisé leur énergie. Et d'une certaine manière, quand ça ne suffit pas, ils peuvent être délinquants en plus. Je ne vais pas donner de nom, on en connaît tous. Mais en fait, la délinquance, au sens large du terme, fait partie intégrante de l'ADN de l'artiste. D'accord, non, c'est très intéressant. Pour prendre le cas précis de Yann Moix, là, je suis sérieux, j'ai vu, moi, une des pièces dans lesquelles écrit Yann Moix. Pour s'enfermer dans cette pièce, de manière assez spartiate, devant une feuille blanche ou un écran pendant des heures, c'est qu'en effet, on a un rapport à la vie qui n'est pas celui de tout le monde. Donc forcément, ça implique des conséquences dans tous les domaines, c'est forcé. Alors, il n'y a pas que les artistes. Mais les chats aident. Oui. Les chats aident beaucoup. Ça calme. Oui. Ça calme. Moi, les chats sont toujours près de moi quand j'écris ou quand je lis. Oui, ça calme beaucoup. Ça calme. Il n'y a pas que les artistes. Il y a aussi un grand joueur de foot qui a parlé de sa dépression. Il s'agit de Thierry Henry, l'ancien attaquant des Bleus, qui a expliqué que pendant toute sa carrière de footballeur professionnel sous le feu des projecteurs, eh bien, il était en dépression. I'm a human being, so I have feelings. Throughout my career and since I was born, I must have been in depression. Did I know it? No. Did I do something about it? Obviously, no. But I adapted to a certain way. That doesn't mean I'm walking straight.
but I'm walking. You gotta put one foot and another one and walk. That's what I've been told since I'm young. C'est très intelligent ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'en fait la dépression caractérise ceux qui ne sont pas, qui ne coïncident pas avec la place qu'ils se sont donnée eux-mêmes dans le monde. C'est-à-dire que si vous êtes surestimé, vous êtes en dépression. Si vous êtes sous-estimé, vous êtes en dépression. Si vous êtes à côté de la case qui est faite pour vous, vous êtes en dépression. En fait, celui qui n'est pas dépressif, c'est celui qui a trouvé sa place. Donc si vous avez l'impression qu'on vous acclame pour quelque chose que vous n'êtes pas complètement, pour un être qui ne coïncide pas complètement avec vous, alors il y a risque de dépression. Oui, mais moi j'ajoute quelque chose. Bon, d'abord, moi j'ai une admiration sans borne pour Thierry Henry. Oui, c'est un grand monsieur. Immense, mais vraiment immense footballeur. Et un artiste à sa façon. Oui, mais simplement, il y a un abus de langage. C'est qu'en effet, il avait peut-être ce complexe de l'imposteur qui est très répandu, mais il n'était pas en dépression. Si vous êtes en dépression, je vous assure, vous ne jouez pas. Vous ne jouez pas. Vous ne jouez pas, vous ne vous levez pas le matin. Donc, on met un mot sur une réalité qui est quand même assez différente. Il était très mal, troublé, il n'allait pas bien par moment, mais il n'était pas en dépression. La vraie dépression, demandez à n'importe quelqu'un qui en a vraiment souffert ou un médecin qui traite. On ne se lève pas. C'est tout à fait autre chose. Ce que disait Pierre Ninet est intéressant. Il se trouve que comme j'ai fait beaucoup de télévision, les gens me reconnaissent, Eric Soët pareil. Je suis allé un jour acheter une guitare dans un bled complètement paumé dans l'Aude, mais vraiment dans une masure complètement paumée. Et je suis rentré là et les gens me disent « Ah Yann, comment ça va ?» Ce qui n'est pas normal. Et Pierre Ninet a insisté sur le fait que c'est ces expériences qui ne sont pas normales. C'est comme dans un rêve ou dans un cauchemar. On en rêve et en fait, au bout d'un moment, ça devient un cauchemar parce que personne ne peut aller dans un endroit précis et être connu. Ça n'existe pas. Je suis allé en Chine avec Gérard Depardieu, par exemple, à Pékin. Tout d'un coup, vous avez des émeutes. Vous avez 150 Chinois qui se précipitent vers Gérard Depardieu pour avoir un selfie avec lui. C'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Aucun être humain ne mérite ça, si j'ose dire. Et donc, vous vous sentez parfois agressé ou déstabilisé? Non, chacun à son échelle. Voilà, mais il y a un truc qui relève de la fiction. C'est pas normal comme expérience. Non, c'est pas normal. C'est vrai que c'est assez unique. Qu'en pensez-vous chez vous? On vous a posé la question, évidemment, sur les réseaux sociaux. Est-il trop dur d'être une star? Non, oui, bah oui. 75,8%, évidemment. Les gens ne peuvent pas plaindre les célébrités. Les célébrités sont quand même des privilégiés. Et les gens qui ont du mal... C'est ce qu'on dit, vous savez, ça revient exactement à la même chose. Quand on est une célébrité, quand on a la chance de connaître la célébrité, voilà, tout n'est pas rose, mais c'est nulle part. Mais si jamais ça ne va pas, on règle ses problèmes derrière. On ne va pas se plaindre devant les autres. On règle ses problèmes en famille, avec ses amis, avec qui vous voulez. Vous réglez les problèmes, mais vous n'allez pas étaler votre mal-être alors que bon... Non, mais c'est un peu obscène. Les gens sont quand même dans des situations... Moi, je trouve ça indécent, je vous le dis. Hein. Disons que... Attendez, c'est compliqué parce qu'on peut être très célèbre, très riche et avoir des graves problèmes de soi. Mais on n'a pas envie de savoir. Je sais. Est-ce que les gens, le boulanger, vous parlent de ses problèmes? Non. On peut être au fond... on peut être boulanger et être l'homme le plus heureux du monde et être Thierry Henry et être l'homme le plus malheureux du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que... Mais c'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Les gens ont du mal à avoir de l'empathie pour des êtres qui sont complètement à l'abri des désarrois financiers, tout simplement. Les gens qui se lèvent le matin pour essayer de gagner chichement leur existence ont du mal à plaindre Pierre Ninet. C'est comme ça. Ah oui. Non, mais oui, d'accord. Et c'est pas de la faute de Pierre Ninet. Oui. Et le fait d'être dans la lumière, il faut savoir garder ses états d'âme pour soi. Vous ne croyez pas? Moi, je pense que dans la lumière, il faut s'abstenir de se plaindre. Voilà, il faut s'abstenir de se plaindre. Je pense que ça, c'est déjà bien. Moi, donc, ça me fatigue. Il y a pire que la lumière, il y a effectivement l'obscurité. Je trouve ça indécent, moi. Je trouve ça indécent. Voilà, c'est dit. Allez, on va passer à la SNCF. Alors... On aime bien nos amis de la SNCF. Hein. Franchement, on n'a rien contre eux. Non, mais je n'ai rien contre les cheminots. Je n'ai rien contre les gens qui font leur travail. Vous n'avez pas senti l'amour dans votre lancement tout à l'heure. Non, c'est insupportable. La SNCF, tous les ans, nous refait le même coup. Pas la SNCF, pardon, pas la SNCF. Certains syndicats à la SNCF refont le même coup. Voilà, les revendications, on ne parle pas du fond, on parle de la forme. Voilà. Moi, je suis très remontée, je vous le dis tout de suite. Alors que les fêtes de fin d'année approchent... Non, j'avais fait tout le week-end. Les 4 syndicats représentatifs de la SNCF appellent à un mouvement. Donc, d'abord, il y a un premier mouvement le 21 novembre. Vous êtes au courant. Et ensuite, il y a un deuxième mouvement. Et celui-là, il va être reconductible à partir du 11 décembre. 11 décembre. Hein? Alors, les Français sont-ils pris en otage? On va en parler juste après cette vidéo. Les syndicats de la SNCF ont appelé à une grève illimitée à partir du mercredi 11 décembre. Un mouvement qui sera reconductible par période de 24 heures. Les syndicats demandent un moratoire contre le démantèlement de Fret SNCF et protestent contre les modalités de l'ouverture à la concurrence des lignes régionales. Ils réitèrent également leur appel à une grève du 20 au 22 novembre prochain. Alors, la SNCF annonce une grève reconductible à partir du 11 décembre.
Les Français sont-ils pris en otage? Nous avons voté. Ah, la pression. Ben oui, parce qu'évidemment, la pression. ouais. Et je sais pourquoi vous voyez, voilà ce que ça donne. Vous dites non. Non, mais pourquoi je dis non? Non, cher pourquoi il Éric, dit non. le 11 Je sais pourquoi il décembre. dit non. Pourquoi je dis non? Pas sur le fond, vous avez interdiction d'aborder le fond. Troisième fois. Pourquoi je dis non? Oui. Parce qu'ils veulent bien se laisser prendre en otage, non? Et là, j'enchaîne. Non, c'est pas ça. D'abord, comme je l'ai dit, pour le mot dépression, je suis sensible au sens des mots. Otage, ça veut dire quelque chose, ça me gêne un peu. Ah ben, ça me gêne un peu, excusez-moi. Il y a 2 otages français dans la bande de Gaza. Le même Non mais mot. attendez, ne non, mettez mais pas le même ça mot, sur, ça me sur parle. un titre, Si. évidemment, ça n'a aucun lien. Oui, non, mais je sais que ça n'a aucun lien, mais moi, quand les mots sont dévoyés, ça me dérange toujours un peu. D'accord, Je très commence bien. par là. Deuxièmement, vous avez raison, c'est tous les ans. Alors, est-ce que ça m'exaspère? Oui, mais je me dis qu'à force, peut-être que la SNCF, l'État, les parties prenantes, devraient s'asseoir de manière préventive autour de la table et essayer de régler le problème en amont. Parce que là, on est dans la culture française où tout se règle par le conflit, par une violence soit symbolique, soit la violence réelle. Il y a des pays où ce n'est pas comme ça. On discute entre gens raisonnables à l'avance, on n'attend pas d'être au dernier moment et d'aller au conflit. Donc c'est ça qui m'énerve, parce qu'on peut, si vous voulez, moi je peux tenir un discours très convenu en disant oui, c'est scandaleux, on est pris en otage tous les ans. Mais c'est pas convenu, c'est la vérité. Oui, mais qu'est-ce que ça fait avancer? Ça ne fait rien avancer. Là où ça fait vraiment avancer les choses, il faut changer de culture. Mais vous croyez que ça va avancer, mais c'est insupportable. Non, mais sais, pas cet épisode, mais simplement de manière plus générale, il faut passer de la culture en France, de la culture du conflit, à la culture du dialogue et du compromis. Alors c'est vrai que ça repose beaucoup sur les syndicats, mais ce ne sont pas les seuls responsables. Et Dieu sait si je peste et je hurle comme tous les autres quand j'arrive à la gare et que je vois que mon train est annulé pour cause de ça. C'est pas ça le problème. Mais je me dis qu'on s'en sortira pas, qu'on a eu ce débat l'année dernière, on aura ce débat l'année prochaine, l'année d'après et l'année encore. Donc il faut en sortir et ce n'est pas en râlant qu'on va le faire sur On le n'a pas le droit changement de de prendre, culture. donc on n'a pas le droit, les familles, pardon, mais vous pensez aux familles, d'accord. les parents divorcés, Mais je suis qui n'habitent pas d'accord. dans la même ville, vous les privez de voir leur enfant? Non, c'est insupportable. Je suis d'accord. Pas Noël, pas les fêtes de fin d'année. Vous savez qu'en Italie, c'est interdit. Hein. Oui. Vous faites grève quand vous voulez, mais ça, on ne revient pas sur le droit de grève, évidemment. On ne revient pas sur le fond du dossier, c'est le fret. C'est très important, le démantèlement du fret. Effectivement, c'est une catastrophe, mais pas à cette période de l'année. Non, Yann, aidez-moi. Cette période de l'année, à Noël, il y a 2 choses. Il y a la naissance du Christ et la SNCF qui fait grève. Les 2 choses qu'il faut savoir. Cette année, il y a Hanouka en plus. Et c'est récurrent. Là, ce reportage aurait pu dater de 1983, ou 86, ou 92, ou 2001. Voilà. Je me demande d'ailleurs si c'est pas de 2003, là, les images que vous avez montrées. C'est les mêmes tous les ans. Non, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Il faudrait interdire les grèves au moment des vacances. Mais si on interdit les grèves à un moment où ça ne fait rien, puisqu'on s'en apercevrait pas, donc la grève n'est pas opérante. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. On glisse sur un problème de logique pure. On ne peut faire la grève qu'à un moment où ça embête tout le monde. Le 1er juillet. Comme pas les fêtes de fin d'année. manifestement, j'allais dire les CGTistes, mais ce n'est pas les seuls. Les syndicats sont incapables de s'en prendre à leurs patrons, ils s'en prennent aux usagers. Ce sont des méthodes de faibles, ce sont des méthodes de lâches, ce sont des méthodes méprisables de gens qui nous méprisent. Parce qu'en fait, le mépris, il est dû aux usagers et on considère qu'il vaut mieux qu'il y ait des accidents de la route et des morts sur les routes de France plutôt que d'assurer à la fois la sécurité des gens qui se déplacent et la sérénité des psychologies qui veulent retrouver la famille dans un monde de plus en plus toxique et compliqué. Je voudrais qu'on écoute ce conducteur de la SNCF, qui était chez Marchal et Truchot, les grandes gueules sur RMC, et lui dit « Moi, je ne ferai pas grève ». Moi, personnellement, je serais solidaire de ce mouvement en tant que cheminot, mais voilà, ma limite, c'est quand même, c'est pour ça que je ferai pas grève à titre personnel, c'est que le mode d'action, voilà, de mettre la pression avant les fêtes, je crains que ça dilue un peu le message, quoi, parce que comme d'hab, après, on va que faire du SNCF bashing, en gros, et après, voilà, je comprends aussi, je veux dire, voilà, les gens peuvent pas avoir leur famille, je comprends que ça soit problématique. Ce que je reproche aussi, hein, voilà, ça fait que quelques années que je suis dans la boîte, mais c'est que pendant des années, des fois, il y a eu des grèves, il faut le dire, très limites, et aujourd'hui, alors que les préoccupations, voilà, les revendications sont très importantes pour l'avenir du ferroviaire, malheureusement, t'as plus le message que ça doit avoir. Non, il n'y a plus le message que ça doit avoir, il a raison, ce conducteur. D'autant plus que les revendications, comme elles changent tous les ans, c'est des motifs. On n'y comprend rien aux revendications. Oui. Et c'est pas qu'on s'en moque des revendications, c'est qu'on nous les explique jamais et on nous met devant le fait accompli. Donc on n'a pas envie de les connaître, alors qu'on aimerait peut-être connaître un peu davantage les motifs. Non, mais il y a quand même. Je suis dans le mauvais rôle, hein, je suis l'avocat du diable, oui. je continue. Non, mais il y a quand même une faille logique. Si ce conducteur
dit que, en effet, les motifs de revendication, je ne juge pas sur le fond, je ne suis pas un spécialiste, mais il dit lui-même qu'ils sont très importants. Le démantèlement du fret. Démantèlement du pour la grève fret. On le nie pas, ça. Oui. Non, et l'ouverture à la concurrence Oui, c'est des ça. lignes régionales. Si vraiment, en effet, ces questions sont importantes, il faut alors utiliser le rapport de force le plus favorable. C'est cynique, mais c'est ce qu'ils font. En fait, ils sont dans leur rôle. Et c'est extrêmement pénible à vivre. En effet, il y a une forme de chantage, il faut le reconnaître. Mais en fait, ils utilisent la fenêtre de tir la plus favorable. Donc c'est très pénible. Mais encore une fois, la solution est de prendre le problème avant, pas attendre qu'il est pourri. Ils ont dû discuter avant. Que fait la SNCF? Que font les syndicats? Normalement, ils doivent discuter. Ce que j'aime pas, c'est que c'est exactement le système des otages. C'est au sens strict du terme. Voilà. On prend un gosse pour emmerder les parents. C'est-à-dire qu'on pointe le revolver sur un enfant ou une fillette. C'est pénible. Voilà. Mais c'est vraiment des sales méthodes. C'est des méthodes ignobles, Pascal. Il ne faut pas se laisser intimider par ça. Mais je suis d'accord. Et Oui, le problème, c'est qu'on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on boycotte la SNCF? On ne peut pas. Nous, on ne peut pas faire grève de prendre le train. Non. En fait, on est acculé à ça, on ne peut rien faire. Si ce n'est avoir la parole à la télévision pour dire que ces gens-là sont méprisables. Bon, et sachez, moi, j'ai tapé juste sur Internet pour prendre un billet pour la première semaine de Noël, un Paris-Lyon. Vous savez combien ça coûte pour un adulte? Un adulte, vous imaginez, pour les familles. 3 fois un billet pour la New York. 3 fois un billet pour aller à New York, 200 €, 210 €. Donc ça suffit. En plus, ça coûte une fortune. Ah oui. Et ils nous empêchent d'aller retrouver nos familles. Moi, je trouve ça odieux. Je vous le dis franchement, je trouve ça odieux. Voilà, c'est dit. Non, ils sont méprisables. Non, mais on est d'accord. Bon, Eric, je suis désolée. Sur le fond, ils ont certainement raison. Mais s'il vous plaît, réglez ça, réglez ça entre vous. Et après, on nous force à prendre le train. Allez, passez une très très bonne soirée tout de suite. Cyril Hanouna.